Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue et ravi de vous accueillir si nombreux et nombreuses pour ce webinaire. Vous êtes plus de 220 inscrits ce matin. Merci pour votre confiance. Ce nouveau webinaire Racine est le deuxième d'un cycle de 7 prévu en 2024 et le neuvième d'un cycle initié fin 2022. Et d'ailleurs, vous pourrez retrouver les replays sur notre page YouTube. Alors, le mode webinaire de Zoom ne permet pas de faire un tour de présentation. Donc, vous avez démarré. C'est bien, présentez-vous donc dans le chat avec vos noms, prénoms et organisation. Donc, pour ma part, je suis Cécile Malo, ravie d'être là aujourd'hui. Je suis responsable grande cause territoire à la Fondation de France, après avoir dirigé pendant de longues années la Fondation de France Méditerranée. Les démarches philanthropiques territoriales m'intéressent donc depuis très longtemps. J'ai travaillé notamment dans la vallée de la Roya, dans le quartier de Noailles à Marseille, ou plus récemment en Centre-Bretagne avec mes collègues de la Fondation de France Grand Ouest. Avec toujours dans ces démarches cette préoccupation de donner à la Fondation de France une juste place dans les jeux d'acteurs locaux pour qu'elle puisse véritablement apporter une valeur ajoutée dans les transformations du territoire à travers ce soutien financier, mais aussi soutien extra-financier comme tiers de confiance, une notion dont nous parlerons probablement un peu plus tard ce matin. Le webinaire qui nous réunit est organisé donc dans le cadre de l'initiative collective Racine. Racine, c'est un groupe d'acteurs d'horizons complémentaires ayant comme dénominateur commun la volonté de faire évoluer leurs propres pratiques ainsi que celles du secteur de l'innovation sociale sur la question du financement du changement systémique. On retrouve dans ce groupe Ashoka, la Fondation Bettencourt-Schuller, Entreprendre plus, la Fondation Entreprendre, l'ESSEC, la Fondation de France et Ticket for Change. Voilà, vous les voyez à l'écran. Ainsi que trois organisations qui nous ont rejoints récemment, la Fondation Crédit Mutuel Alliance Fédérale, la Fondation Massif et Porticus. Dans le cadre de ce collectif, que faisons-nous? Eh bien, nous menons des actions de sensibilisation, comme ces webinaires, de recherche, notamment avec l'Observatoire de la philanthropie de la Fondation de France et avec l'ESSEC. Nous avons soutenu notamment les travaux de recherche-action comme ceux de Cyril Tassard autour de l'approche systémique à destination des porteurs de projets associatifs. Nous menons aussi des expérimentations, en réalité donc menées par les organisations qui portent cette initiative. Par exemple, la réponse collective de la Fondation Entreprendre, qui avait donné lieu, pour ceux qui ont pu y assister, à un webinaire en novembre dernier. Mais également des formations au plus près des acteurs de la philanthropie, donc dans le souhait de déployer cette approche systémique du changement à travers un parcours qui s'intitule Philanthropie systémique à destination des professionnels et des administrateurs, administratrices de fonds et fondations distributives. Alors, la première promotion de ce parcours apprenant regroupe aujourd'hui 19 participants issus de 13 organisations différentes. J'ai la chance d'en faire partie et je salue d'ailleurs bien chaleureusement mes camarades de promo qui participent à ce webinaire. Ils sont nombreux, je le sais, c'est super. Merci à vous. Pour tous ceux et celles qui sont intéressés par ce parcours, je vous invite à en prendre connaissance auprès du collectif Racine, à l'issue de ce webinaire, sur le site internet, sur la page LinkedIn, etc., etc. Alors, ce webinaire, quel est son objectif?
il est ambitieux. Autant vous dire que nous ne répondrons pas à toutes les questions qui sont posées aujourd'hui. C'est plutôt une invitation à creuser donc ce sujet de l'approche systémique dans sa dimension territoriale. Nous essaierons de donner quelques repères. Le mot de définition serait vraiment une fausse promesse, mais quelques repères pour comprendre de quoi on parle, quels sont les enjeux d'une telle approche systémique, donc à l'échelle d'un territoire, quels seraient les ingrédients, les conditions de réussite, les freins, quels seraient les rôles que peuvent jouer les acteurs philanthropiques. Je parlais de juste place tout à l'heure. Mais avant de démarrer, je vous propose de participer à un petit sondage. Donc, je vous laisse répondre. Le voilà, il s'affiche. Et nous verrons ensuite donc les résultats que nous partagerons ensemble. Alors, le voilà, le résultat de ce sondage. Alors, vous êtes à 56% issus d'acteurs, d'organisations philanthropiques, 20% d'associations, 14% de structures de conseil, 2% d'institutions publiques, 4% d'entreprises privées et 5% d'autres organisations. On vous avait demandé votre niveau de familiarité avec la notion de changement systémique. On va voir donc que 4% ne sont pas du tout familiers. Je note quand même qu'il y a 62%, voilà, qui sont plutôt familiers. Si on regarde ceux qui le sont assez peu plutôt, on est quand même là avec des personnes qui se sont déjà frottées au sujet. Et puis, bah, ça fait plaisir. Vous êtes, la moitié d'entre vous ont déjà participé à un précédent webinaire Racine. C'est formidable, merci. Alors, sans plus tarder, je vais inviter Fanny Lepoivre. Alors, Fanny, on se connaît, hein, on se connaît bien, puisque tu fais partie également de cette première promo du parcours Racine. On a déjà eu l'occasion, toutes les deux, de débattre de la question, de creuser le sujet, d'essayer avec d'autres de comprendre les enjeux du changement systémique à l'échelle territoriale. Eh bien, écoute, je te propose de te présenter, de dire qui tu es et voilà, quelques mots sur ton parcours. Merci Fanny, ravie de te retrouver avec moi. Merci beaucoup, Cécile. Est-ce que vous m'entendez bien? Parfait. C'est super. Je suis ravie d'être là. Impressionnée également, parce que d'avoir autant de monde, autant de personnes familiarisées avec l'approche systémique. Moi, je ne suis pas du tout une experte de l'approche systémique. Je crois qu'on est tombé dedans sans le savoir et on en est ravis. Et puis, bah, je suis ravie vraiment d'être là pour pouvoir partager notre petite expérience locale quand même depuis tout juste 2 ans et qui pourra, je l'espère, inspirer ou donner envie de plus de systémie. Pour me présenter un petit peu, du coup,
je viens d'un parcours, plutôt du secteur privé. J'ai eu un profil, je travaillais en agence de communication et puis je me suis reconvertie il y a plus d'une dizaine d'années maintenant dans le secteur associatif. Je travaillais d'abord dans la Fondation Abbé Pierre ou à la Croix-Rouge française, sur le développement du mécénat. Et puis j'étais très engagée, bénévolement pour d'autres associations. J'ai par exemple créé un réseau d'hébergement d'urgence, pour les femmes et les familles exilées à Utopia 56, pour ceux qui connaissent, peut-être. Et puis, là, je me suis, professionnalisée. J'ai passé le diplôme, à l'AFF, pour ceux qui connaissent également, de directrice collecte de fonds et mécénat. Et j'ai eu envie, d'aller plus loin dans l'accompagnement des petites associations. Et donc je me suis lancée en tant qu'indépendante pour accompagner les petites associations à développer la collecte de fonds et le mécénat. Et forte de cette expérience et de, ce constat auprès des associations, des petites associations, de cette volonté de créer plus de liens avec les entreprises, mais des entreprises qui ont besoin elles-mêmes, de comprendre ce que c'est le mécénat et d'être accompagnées, et aussi, beaucoup à l'écoute de ces dynamiques de réseau parce que c'est finalement quelque chose qui m'anime moi-même. Si je peux peut-être juste vous partager un peu ce qui m'anime moi au quotidien, c'est finalement de créer plus de solidarité, créer plus de liens en mettant les gens en mouvement, pour activer un peu plus de conscience collective. Donc, finalement, je me suis un peu retrouvée alignée avec, ce projet, de fondation territoriale, 44 que j'ai, porté avec mon petit bâton de pèlerin en tant que citoyenne. Voilà. Merci Fanny. Alors, tu t'es présentée, mais il faut immédiatement présenter l'organisation que tu as créée, que tu portes avec force et conviction sur le territoire de Nantes. Donc, je te propose de démarrer par ça, de nous dire ce qu'est la Fondation territoriale 44. Et ensuite, on va essayer de dérouler à partir de ce cas, de ce magnifique cas de philanthropie territoriale, ce que pourraient être donc les éléments structurants d'une approche systémique du changement à l'échelle territoriale. Du coup, la Fondation territoriale 44, elle a vu le jour il y a 2 ans et elle a fait suite à 18 mois de préfiguration. Heu, on en parlera un petit peu plus après, donc je rentre pas dans le détail sur cette étape-là, mais ça a été l'occasion de mobiliser, en fait, un certain nombre de parties prenantes, sur le territoire avec, des collectivités, des associations, des entreprises, des syndicats, des réseaux d'associations, des fondations et fonds de dotation, avec le partage d'un constat. À l'époque, on était en pleine, crise sanitaire. Je crois que c'était assez évident, à l'époque de se dire qu'il fallait resserrer les liens localement et que c'était en territoire que le changement allait pouvoir s'opérer et qu'il était important de jouer davantage collectif pour être acteur du changement. Et dans ce constat, il y avait notamment, le fait que les collectivités ne pourront pas à elles seules répondre à tous les besoins et on le constate bien aujourd'hui avec, la baisse, des subventions qui sont assez considérables et qui ont un impact fort. On a des entreprises qui ont envie de s'engager, mais qui parfois manquent de temps, manquent de moyens humains. On a des salariés en quête de sens, et puis on a des associations, très actives sur le terrain. Pour citer la Loire-Atlantique, puisque ce sera l'exemple du jour, on a 30 000 associations en Loire-Atlantique. Donc on a un réseau vraiment très actif et on a beaucoup, beaucoup d'acteurs très mobilisés. Et donc l'idée, c'était, de se dire, comment on peut tous ensemble, avec nos enjeux, nos visions très différentes, se rejoindre autour du territoire où on œuvre tous. Et donc là, on parle déjà d'un écosystème qui s'est dit: «Oui, j'ai envie d'aller plus loin, de faire ce pas de côté, et s'essayer à faire quelque chose ensemble». Donc on s'est donné comme mission, finalement de, rendre accessible le mécénat sous toutes ses formes pour contribuer à la réduction des inégalités en Loire-Atlantique, qu'elles soient sociales, sociétales ou environnementales. Et donc, quand on parle des inégalités sociales, sociétales, environnementales, on est déjà dans une vision systémique, écosystémique, du territoire. Hem Et puis, peut-être partager aussi aujourd'hui, pour mener à bien cette mission, on a trois outils. On a d'abord un point ressources et infos du mécénat, qui propose des outils, des services, gratuits pour les associations et les entreprises. Alors pour que ce soit peut-être plus parlant sans rentrer trop dans le détail, je pourrais dire qu'on fait un mini AFF et donc on est un premier palier, et on fait un mini Advical, un premier palier pour les entreprises. Donc on accompagne les associations, en 2023, on en a accompagné 350 pour donner un ordre d'idée avec, les formations, au mécénat, les ateliers de co-développement, les permanences,
le mentorat en mécénat. Et puis côté entreprise, l'idée, c'est de pouvoir les sensibiliser à ce qu'est le mécénat, ses différentes formes et faciliter des premiers petits pas. Ensuite, notre deuxième outil, c'est notre appel à initiative, donc fondation redistributrice, mais avec la particularité de le faire de façon très participative, hein, puisqu'il y a une vingtaine de parties prenantes qui se mobilisent avec une commission qui porte un diagnostic et une vision globale. Et tout le processus de décision est très collectif jusqu'au jury final où on a une collectivité, une fondation, une entreprise, une association et un citoyen. Et puis, on a également notre troisième outil qui est cet espace d'expérimentation. Cet espace d'expérimentation en territoire où l'idée, c'est de mettre, finalement le véhicule juridique de la fondation, au service du territoire pour faciliter la philanthropie, les expérimentations et la coopération. Voilà un petit peu. Puis notre ambition finalement, c'est de pouvoir, doubler, le nombre d'entreprises qui font du mécénat, de pouvoir vraiment accompagner ces associations à monter en compétences et du coup, j'aime beaucoup utiliser l'expression de relocaliser en circuit court, la philanthropie pour contribuer à la réduction des inégalités. Voilà un petit peu. Peut-être sur les expérimentations, donner, 2-3 petits exemples. Et puis Cécile, si j'ai oublié des choses importantes, surtout tu me le dis. Sur les expérimentations qu'on a menées, on s'est lancé dans l'idée de créer un observatoire des inégalités sociales, sociétales et environnementales sur le territoire. Finalement, ça va pas être un observatoire à proprement dit, mais certainement plus une coopérative de la donnée où l'idée finalement, c'est de faire se croiser toutes ces données qui existent déjà pour pouvoir avoir cette vision plus systémique des besoins du territoire. Donner des éléments aussi pour tous les philanthropes qui se lancent ou qui veulent peut-être s'orienter vers des sujets qu'ils ne sauraient pas, et parce qu'on n'a pas tous les moyens d'avoir cette vision des besoins du territoire et qu'il ait besoin de pouvoir mettre ces éléments à disposition. Donc, c'est un groupe de travail d'une vingtaine d'acteurs, très ouvert. Nous, on est beaucoup en intelligence collective pour pouvoir permettre à chacun, justement, de prendre le train en marche et d'essayer d'apporter une voix et une prise de parole identique pour chacun. On a aussi travaillé sur un projet sur le mécénat de compétences. Comment le rendre plus facilement accessible aux TPE-PME et aux petites associations locales, sans créer une plateforme, mais en créant des espaces de rencontre. Et je pense que c'est aussi ça l'ADN de la Fondation territoriale 44, c'est de créer ces espaces de rencontre, ces espaces de confiance, pour créer plus d'engagement, plus de liens entre des acteurs qui ont moins l'habitude de travailler ensemble. Et j'aime bien citer cet exemple dans notre appel à projet, dans notre processus de sélection, on a cette phase d'instruction. Et j'en parle parce qu'on l'a lancé hier. On a 25 associations présélectionnées qui vont être rencontrées par des binômes bénévoles. Un binôme avec un expert de l'accompagnement associatif, un représentant d'une fondation qui a l'habitude de rencontrer des associations. Et puis un chef d'entreprise, un représentant d'entreprise qui n'y connaît potentiellement rien, mais qui a envie de recréer du lien, de prendre du temps aussi pour mieux comprendre les enjeux des associations. Et à chaque fois, ces moments de rencontre permettent de créer beaucoup de liens. Et j'aime bien citer l'exemple de Moulin Rôti, qui a son siège social en Loire-Atlantique, qui a rencontré une association à peine 5 kilomètres de chez elle, qui cherchait de l'argent pour avoir une machine à coudre et du tissu. Elle n'a pas été sélectionnée dans le cadre de l'appel à initiative, mais en revanche, Moulin Rôti lui a donné simplement une machine à coudre et du tissu. Et que parfois, il faut peu de choses, si ce n'est du lien et un peu de temps pour faire ce pas de côté, et que il y ait plus de choses qui se passent, des liens plus fluides en territoire. Voilà. Et puis la dernière, peut-être expérimentation, et après je m'arrête de parler, qui est intéressante, c'est avec une collectivité. Et là, c'est vraiment cette idée de mettre le véhicule juridique au service d'eux. C'est la communauté de communes d'Erdre-et-Gèvres qui nous a sollicité parce qu'elle souhaitait lancer un appel à projet et créer plus de liens avec les acteurs du territoire et notamment les entreprises. Et donc, on a mis à disposition justement notre méthodologie et notre véhicule juridique pour faire un appel à initiative en micro-territoire. Parce que cette notion de micro-territoire, pour moi, est très importante parce que quand on prend l'exemple de la Loire-Atlantique, je crois que c'est la deuxième région où il y a moins d'inégalités en France. Sauf que quand on va regarder en micro-territoire, dans certaines villes ou autres, eh ben, on va retrouver la ville la plus pauvre de France. Et je pense qu'il est important d'aller dans cette singularité, dans cette vision vraiment micro-territoire. Et on a pour ambition finalement de pouvoir accompagner davantage des micro-territoires comme cela. Alors, merci Fanny. On voit déjà hein, dans tout ce que tu racontes, et c'est extrêmement riche,
il y a des choses qui commencent à émerger. Cette question, notamment de la compréhension, de la complexité d'un territoire, paraît, on le sent hein, dans ce que tu dis, comme une des premières conditions d'une approche systémique. Hein. On y reviendra tout à l'heure. Il y a aussi cette question du jouet collectif, ou encore, tu parles beaucoup de rencontres, de liens, de prendre le temps de ces choses-là. Avant de continuer à décortiquer tout ça et essayer de voir ce qui finalement dans cette action n'est pas simplement, et pardon de le dire comme ça, une action territoriale, mais une action dans le cadre d'une approche systémique. Peut-être, alors, j'ai bien vu que dans ce webinaire, il y a plein de gens qui connaissent ça par cœur, mais quand même, on va se remettre en tête d'abord les grands principes, entre guillemets, du changement systémique de façon générale. Pour ensuite décortiquer et voir ce que ça induit à un niveau territorial. Alors, le changement systémique, on le sait, mais je le rappelle, il s'agit d'apporter donc une solution durable et profonde à un ou des problèmes de société, ce qui implique, on va dire trois grandes choses. D'abord, d'agir sur les causes racines du ou des problèmes et pas uniquement sur les symptômes qui en résultent. Deuxièmement, de viser la transformation profonde et durable des structures, des comportements, des mentalités. Et enfin, de collaborer avec l'ensemble des acteurs. Voilà. Je propose d'avoir en tête ces éléments. Et puis, le territoire. Alors, dans ce webinaire, il y a l'approche systémique et puis il y a le territoire. Ici, on est, entendons-nous bien, le territoire est compris comme un endroit, un système d'acteurs publics, privés, des habitants, des entreprises, des organismes publics, des associations, qui sont pris dans un espace géographique donné. Au fond, le territoire tel que nous l'approchons aujourd'hui, c'est un organisme vivant dont on doit prendre soin, finalement comme d'une personne qui évolue, qui est complexe et qui mérite donc une approche très fine pour aller vers donc cette approche systémique du changement. C'est un lieu, c'est un système d'acteurs, mais où les acteurs sont importants, mais les liens qui les unissent sont tout aussi importants dans cette approche du changement. Et on verra, et tu l'as déjà illustré, que il s'agit dans ces approches d'avoir une attention tout autant aux acteurs, aux parties prenantes avec lesquelles on interagit, que une attention aux liens, à la relation, comme un objet lui-même à travailler, à observer et à enrichir. Alors, d'après ton retour d'expérience et ce qu'on vient de se redire à la fois sur ce qu'est le changement systémique et le territoire, Fanny, qu'est-ce qui serait alors, que seraient les éléments structurants, selon toi, d'un changement systémique territorial? Et encore une fois, je le répète, loin de nous l'idée toutes les deux de faire un cours de personnes sachantes, mais plutôt de lancer comme ça des propositions que les participants du webinaire dont vous pourrez vous saisir pour phosphorer et travailler vos propres actions. Alors, c'est quoi, Fanny, un changement systémique territorial? Quelle question. Je vais rebondir aussi sur ce que tu disais, Cécile, sur le territoire qui est un organisme lui-même vivant. Puisque quand on parle d'écosystèmes et de la complexité des écosystèmes, si on se prend soi-même déjà, on a son propre écosystème, la famille, les amis, le travail, les collègues, les clients, les entreprises ou les acteurs du même champ d'action, du même métier,
Et déjà là, on a mis une complexité alors qu'on est qu'au cœur de son système à soi. Et pour aller jusqu'à l'écosystème du territoire, eh bien, il y en a encore beaucoup d'écosystèmes. Et donc, on ne le cache à personne, on est tous sous l'eau, ultra engagés et on a toujours envie de faire plus, mais il y a beaucoup de choses et je pense que c'est ça qui est aussi important dès le départ pour, être une clé de succès de ce changement systémique en territoire, c'est de créer un espace facilitatant, Mm. facilitateur, pardon. C'est que la fondation territoriale a ce rôle de catalyseur, mais aussi de facilitateur. Et ça, c'est très important. Et effectivement, les liens dont tu parles, eh ben, il faut les choyer, il faut faciliter tout ça. Et c'est comme ça, déjà, un premier point qui va permettre de créer des éléments de réussite. Donc, créer un espace de confiance, créer un espace de plaisir. Nous, on a du coup pris le temps pendant 18 mois de préfigurer cette fondation territoriale. Et pour nous, ça, c'est un élément clé aussi de comment mobiliser, créer cet écosystème, créer du lien entre ces acteurs justement qui ont des enjeux très différents, qui font un pas de côté, qui sont sous l'eau, mais qui ont envie de prendre ce temps supplémentaire, souvent que l'on n'a pas. Eh bien, on a pris le temps pendant 18 mois de se mettre autour de la table. Donc, se rencontrer tous les 2 mois pendant 3 heures en intelligence collective et pour intégrer la vision de chacun, pour décider qu'est-ce qu'on souhaitait faire, pourquoi, avec qui, comment. Et à chaque fois, on s'est surtout inspiré des autres territoires et avec la volonté de ne rien réinventer parce qu'il existe déjà beaucoup de choses et parfois c'est juste difficile de s'y retrouver tellement il y a de choses. Mm. Et donc ça, c'est aussi un enjeu fort. Hem, du coup, on s'est beaucoup inspiré du réseau des catalyseurs territoriaux, de Bordeaux Mécènes solidaires, j'en passe, mais on s'est énormément inspiré, parce que, tous les territoires sont différents et il faut trouver sa singularité du territoire. Nous, on avait la chance en Loire-Atlantique, c'est qu'on est quand même, pour citer juste 2 chiffres, la première région de France, si je prends les Pays de la Loire, en termes d'engagement des entreprises dans le mécénat, hein, je reprends, l'ADMICAL, le baromètre, et Nantes est la première ville de France en termes d'engagement RSE des entreprises. Donc on partait déjà d'un territoire où il y avait déjà une dynamique de réseau et d'engagement très forte. Et donc, ça ne pourra pas prendre la même forme dans un autre territoire, soyons clairs. Et ça, c'est important de le noter. On ne peut pas répliquer, en fait, heu, mais plutôt prendre des clés de succès. Donc nous, la co-construction, la création de l'espace de confiance en intelligence collective, c'était vraiment des facteurs structurants. Et pour vous donner des exemples, les collectivités, on est à la fois Ville de Nantes, Nantes Métropole, le département, la région, des communautés de communes, dans les territoires ruraux. Et donc tous ces gens-là se sont eux-mêmes mis autour de la table, alors qu'ils n'ont même pas ces espaces entre eux. Donc rien que déjà à ce moment-là de la préfiguration, on a permis de créer des espaces qui n'existaient pas. Donc pour moi déjà, là, on plante déjà des graines de la vision systémique en territoire. Et puis, on avait aussi des fondations familiales. Je cite Porticus, Après-Demain, Break Poverty, des entreprises comme KPMG, GRDF. On a la CAPET 44, le syndicat des artisans du bâtiment. Et puis, surtout, des associations aussi comme Passerelle des compétences, le Rameau, Réseau Ville, Écosolis, pour en citer que quelques-uns. Et on s'est retrouvés, du coup, décider même ensemble de la gouvernance que l'on voulait pour permettre à tous ces acteurs aux enjeux très différents de trouver leur place. Et ça, c'était important. Important aussi Pourquoi, d'intégrer. Fanny, pourquoi c'est important? Parce que c'est comme condition de transformation de, de chacun et des liens, ça se fait par tout de suite éprouver ces nouveaux liens, ces nouvelles visions. Oui, bah, parce qu'on est tout de suite dans cette relation allez, je rentre dedans. Les financeurs sont à un niveau, à une échelle supérieure. Les associations sont demandeuses. On a ce côté Mm. dominant-dominé, on a ce côté peut-être des fois un peu sauveur. Vous le savez bien aujourd'hui, quand une association répond à un appel à projet, elle va essayer de rentrer dans les cases. Elle n'est pas en mode j'ai un projet et je vais demander en fonction de mon besoin précis. Il y a des choses, il y a des biais aujourd'hui qui sont présents, qui sont très ancrés historiquement parlant. Et pour nous, il est important de remettre tout le monde au niveau et de se dire que les financeurs ont une partie de la réponse et les associations sont sur le terrain et ont une partie. Et du coup, on est tous au même niveau. Et je pense que pour trouver des réponses collectives, il est important de se mettre tous au même niveau. Il était également primordial, quand on a cet objectif d'approche systémique et de changer le système, d'avoir les collectivités. Mais pour embarquer les entreprises, il fallait faire aussi attention à ce qu'on n'ait pas trop d'ancrage politique.
Donc, nous, dans notre gouvernance, on a des collectivités qui sont présentes et c'était essentiel, mais ce ne sont en aucun cas des élus, ce sont des techniciens. Et on a une coprésidence avec un chef d'entreprise, une dirigeante associative. Et tout ça, on l'a choisi ensemble et on l'a décidé ensemble. Donc, on a créé cet espace dans lequel on avait tous envie de vivre et trouver notre place. Et ça, c'était primordial parce que le changement systémique, ben, on parle de changement pour nos générations futures. On parle de changement long. Donc, il faut que cet espace, en fait, il tienne dans le temps. Et quand on parle de temps, c'est pas un amorçage de 3 ans, en fait, hein. C'est du temps long, on parle de génération. Et donc, pareil, toute la sensibilisation qu'on fait, on embarque les TPE, PME et on les embarque dès le départ pour faire du soutien dans la durée auprès des associations. Qu'une entreprise, elle donne 500, 1000, 2000 euros, ce qui est important, c'est qu'elle le fasse pendant 3 ans. Et c'est toutes ces graines que l'on plante qui prennent du temps et qui font que cet espace de confiance où chacun trouve sa place est primordial. Oui, ça ressort beaucoup dans ce que tu dis. On l'avait partagé ensemble. On voit qu'on est dans alors ce qu'on appelle aujourd'hui peut-être un peu pompeusement une démarche apprenante. Et tu en donnes les ingrédients, hein, le temps, l'écoute, cette attention vraiment portée à la rencontre, au lien, à l'ouverture. On voit, hein, tous les acteurs, les petits, les gros, etc., sont invités autour de la table. Et cette volonté de casser les codes, alors non pas pour que c'est pas une finalité, mais comme un moyen de se donner enfin, de se rendre disponibles tous et toutes autour de la table pour engager quelque chose de nouveau, qui prendra du temps. À la question du temps, tu reviens souvent, c'est très important. Ce qu'on pressent aussi dans ce que tu dis, c'est qu'au-delà des organisations, il y a des personnes et que de savoir aussi saisir les communautés de valeurs, les communautés de vision, les communautés, enfin, ce qui nous lie entre personnes dans ces envies de pas de côté, d'aller de l'avant, etc. C'est très important. Peut-être que ça veut dire que parfois il faut renoncer si les personnes ne sont pas encore prêtes, ou peut-être prendre des chemins différents. On voit aussi dans ce que tu dis que l'approche systémique, on l'a beaucoup dit, c'est le travail dans la durée, c'est l'approche par les causes racines. On voit que tu mêles aussi à la fois l'action dans la durée, mais aussi le traitement des symptômes. Il ne s'agit pas, dans l'approche systémique territoriale, ce serait une erreur, me semble-t-il, hein, on en avait parlé, de se focaliser uniquement dans une espèce de quête d'action sur les causes racines, en laissant de côté le quotidien, les mots MAUX du quotidien. Donc, ce serait une erreur, puisque nous sommes tous faits dans un jeu d'acteurs territorial, de ça, de ce qui nous anime, de ce qui nous agite, de ce qui nous fait mal au quotidien, comme l'envie d'aller plus loin et d'agir en profondeur. Un autre point, peut-être que tu l'as pas dit, mais on en avait parlé toutes les deux, une attention aussi à dézoomer régulièrement pour faire le récit de ce qui se passe, pour évaluer, alors non pas les résultats, l'impact, ça a été dit dans plusieurs webinaires Racine, mais plutôt observer les processus, observer ce qui se passe, même les choses les plus infimes, le changement de comportement de telle personne, l'envie nouvelle de telle organisation d'aller vers telle autre. Tout ça, c'est des petites choses qu'il faut savoir observer, capitaliser et dont on peut s'inspirer. Et puis la question du faire alliance, hein, enfin, de jouer collectif. Enfin, tu as dit plusieurs choses dans ce sens. Tu as fait référence aux travaux du Rameau qui parlent beaucoup de ça. On peut citer aussi les travaux de la Fonda, les travaux du labo de l'ESS, autant de lieux et d'espaces ressources où aujourd'hui on travaille cette question de faire avec autrement, de faire alliance autrement. Avant de laisser la place aux questions-réponses, je voudrais que tu reviennes. Tu as beaucoup insisté sur la phase, plusieurs fois, hein, il me semble, hein, de préfiguration, le soin apporté à ce qui fait qu'après, on va pouvoir créer des nouvelles alliances. Est-ce que tu peux revenir là-dessus, peut-être je regarde l'horaire très rapidement, mais il me semble que c'est intéressant que
que tu précises ton témoignage de ce point de vue. OK, la phase de préfiguration qui a duré ces 18 mois où en Oui, fait on oui, est 18 et ben, mois, oui. ouais, pendant ces rencontres échelonnées, finalement on a eu plusieurs phases. On a eu la phase de diagnostic, à se questionner sur quels sont les besoins du territoire. Est-ce qu'il y a des thématiques prioritaires? Donc on s'est inspiré de l'organisme de l'urbanisme, de l'INSEE, du département, et donc on a pu dresser des besoins et de se dire que finalement, il était important d'avoir cette vision systémique. J'aime souvent dire que quand je mange, j'agis sur mon environnement, j'agis sur ma santé et que, on est encore beaucoup à agir et c'est en fait, j'ai envie de dire, on a déjà tous, un échelon à faire du soutien, chacun dans nos organismes, sur des causes, mais que de faire des croisements et de se relier pour avoir plus de systémie, c'est là aussi où il y a un enjeu qui se révèle, pour avoir un impact plus fort, en fait, hein. Hem, donc il y a eu cette phase de diagnostic. Il y a eu ensuite, cette phase, où on a travaillé aussi sur le projet de la gouvernance, quelle place chacun voulait avoir. C'est pour ça qu'on a choisi d'être une fondation abritée, d'ailleurs parce qu'on voulait que les collectivités soient membres de la gouvernance, et soient aussi financeurs pour que chacun puisse jouer son rôle et donc on a, dans nos fondateurs, on a nos 10 fondateurs, on a un tiers de collectivités, un tiers d'associations, un tiers d'entreprises. Donc ça, c'était important également. Et puis, on a décidé ensemble de ce qu'on allait mettre en place sans rien réinventer pour vraiment combler les trous dans la raquette sur le territoire. Et je rebondis, Cécile, sur ce que tu disais, dans nos appels à initiative, du coup, on a décidé collectivement de ces premières thématiques qu'on allait mettre en place, en attendant qu'un futur observatoire puisse prendre le relais pour nous guider, dans les besoins du territoire. Et donc, on a décidé que notre première thématique serait sur l'égalité des chances pour la jeunesse. Que la suivante serait sur, la lutte contre toute forme de violence, qu'elle soit, physique ou psychique et qu'elle soit, dans la rue, chez soi, à l'école, au travail. Donc on reste sur des choses quand même très larges et une année sur 2, on a notre thématique encore plus large qui est celle d'agir pour réduire toute forme d'inégalité, qu'elle soit sociale, sociétale ou environnementale. Et ça, c'est majeur pour nous, pour que les projets, viennent sans cases, qu'il y ait le moins de cases possible pour les associations. Et dans nos critères de sélection, on a l'approche systémique. On a cette volonté de soutenir justement ces projets qui vont à la racine. À la Fondation territoriale 44, on n'est pas là pour mettre les pansements, même s'il en faut. Enfin, je prends l'exemple des personnes SDF qui ont besoin qu'on les nourrisse dans la rue. Nous, on va plutôt soutenir des projets qui vont être sur comment on fait pour qu'il n'y ait plus de personnes à la rue. Alors, on sait bien que ce ne sera pas demain, que dans 6 générations, ce ne sera peut-être même pas le cas, mais on va prendre le temps de se focaliser sur ces sujets qui prennent plus de temps, qui sont souvent moins soutenus, pour aller justement là-dessus. Et donc, le financement qu'on offre, nous, c'est essentiellement pour les ressources humaines. Et on a des fois des associations qui candidatent en nous demandant du matériel et on rééchange avec elles en leur disant: «Mais vous savez, nous, ce qu'on aime financer, c'est aussi ces fameux frais de fonctionnement, ces chevilles ouvrières». Et on nous dit: «Ah mais je ne savais pas, pour moi, les fondations ne financent pas ça». Et donc c'est là aussi où c'est toutes ces petites graines, tu vois, qu'on plante et je vais prendre l'exemple de la Fondation Vinci pour la Cité, qui était notre grand mécène de notre appel à initiative, 2023, heu, qui ne finance pas les frais de fonctionnement et qui finance des associations qui ont au moins une ancienneté et qui a pu participer à cet appel à projet. Il y a aussi une autre fondation, je me souviens, qui avait décidé de financer tout le territoire sur sa thématique des jeunes et qui, en participant à cette commission, en participant à ce diagnostic, en le partageant avec les autres acteurs du territoire, elle s'est rendue compte qu'il y avait déjà beaucoup à faire sur le territoire de la Loire-Atlantique et qu'eux, singulièrement, ils avaient aussi un ancrage et donc ils ont décidé de resserrer leur zone géographique de soutien sur le territoire pour avoir plus d'impact. Et la Fondation Vinci, à la suite de son expérience en tant que grand mécène, a pu transposer ça au sein de son organisme et de son propre système pour se challenger sur pourquoi c'est nous qui décidons entre nous, avec le cœur, euh, qui on est pour décider, euh, et on ne fait pas de diagnostic. Donc finalement, est-ce que tout ça, on peut pas le remettre en question? Et puis ça a été l'occasion pour eux de financer, des ressources humaines, des frais de fonction, de montrer qu'on peut le faire et que ça fonctionne. Et pour rebondir là-dessus, dans cette idée un peu de plaidoyer, parce que pour moi, elle est importante dans cette volonté, d'approche systémique et d'accompagner les associations aussi dans ce changement systémique qu'elles essayent d'opérer. On a organisé un événement en février dernier
On a fait venir témoigner les associations lauréates sur justement quelles graines elles ont plantées. On n'était surtout pas sur les KPI, sur les chiffres clés, même si on est habitué à ça. Nous, on va vers autre chose et on veut montrer qu'on peut justement, je reviens avec l'écho sur la confiance en fait, se dire que les KPI finalement, je vais en faire quoi derrière? Est-ce que c'est peut-être juste pour me rassurer? Et finalement de savoir le chemin que parcourt l'association, où est-ce qu'elle a envie d'aller et les petites graines qu'elle plante, ça me permet pas aussi moi d'être rassurée, du coup, de pas avoir besoin de ces chiffres clés, KPI, reporting. Parce que ça prend énormément de temps pour l'association et moins de temps qu'elle passe sur, son action principale. Et du coup, lors de cet événement, on a eu les associations qui ont partagé en fait, ce chemin qu'elles parcourent. On a aussi eu, des fondations qui sont venues témoigner aussi elles de ce soutien qu'elles font dans la durée sur les frais de fonctionnement et qui peuvent soutenir des associations jusqu'à 10 ans. Je prends l'exemple de la fondation Après-demain, mais on avait aussi la fondation GRDF, la fondation Vinci pour la Cité, la fondation Après-demain. Et ensuite, on avait les TPE, PME qui sont engagés au sein de la fondation territoriale et qui ont aussi pris le risque, pris le parti, l'engagement de s'engager dans la durée et qui vont, comme j'en parlais au début, faire un don de 500 ou 2000, 5000 euros, mais qui vont le faire dans la durée. Et l'importance derrière de créer ce lien avec les associations. Donc nous, tous nos mécènes, on a 19 mécènes. On est une petite fondation, hein. On a un budget de 250 000 euros. On est 1,4 ETP. Je mets aussi dans ce cadre-là. Donc on y va tout doucement. On a une ambition folle, mais on y va petit pas par petit pas. Et pour nous, c'est important de planter justement toutes ces petites graines. Et donc on capitalise. Et ça aussi, je pense que c'est important pour inspirer et transmettre. Donc on a bientôt les vidéos justement de cet événement qu'on va pouvoir transmettre à tout le monde. Merci Fanny. Alors, il y a des questions, hein. Il y a plein de questions, mais ce qui est super, c'est que tu as déjà répondu à pas mal d'entre elles. Enfin, en tout cas, et ça, c'est sans surprise, hein. On voit que, voilà, nous-mêmes, nous sommes agités par ces questions. Et encore une fois, je crains que nous n'ayons pas la réponse. Mais en tout cas, ou la réponse qu'on peut faire, c'est en effet que sur ces sujets qui sont évoqués dans les questions-réponses. Alors, il y a des choses autour de est-ce que le secteur philanthropique est prêt à financer la coopération et pas seulement les actions de terrain? Il y a des questions aussi autour des démarches de suivi et évaluation. Il y a des questions très intéressantes autour de comment on s'arrange, comment on tricote les différents temps, le temps court ou le temps long, selon les différentes parties prenantes dans ces jeux d'acteurs territoriaux, là, les entreprises, les collectivités, les associations. Je dirais qu'au-delà d'ailleurs des temps différents de chacun, tu l'as dit, Fanny, il y a aussi les attentes en termes d'impact de chacun qui sont, on le voit, à re-questionner, hein, et à travailler. Il y a aussi des questions autour de l'organisation de ces collectifs. Quelle gouvernance, quelle forme juridique? Est-ce qu'il faut faire une association? Est-ce qu'il faut faire une fondation? Et il y a des questions aussi autour du modèle économique d'une fondation territoriale. Je crois que c'est, voilà, je crois avoir fait le tour. Je te propose, il y a une question pour toi directe, Fanny, puis après on essaiera de répondre un peu à tout ça toutes les deux. Il y avait une question qui t'est adressée directement. Est-ce que vous organisez, Fanny, des rapprochements? Je te laisserai peut-être répondre là-dessus et puis après on enclenchera sur les autres questions. Est-ce que vous organisez des rapprochements entre assos, notamment en vue de fusion-acquisition, pour densifier les capacités de faire sur le territoire et éviter les effets de redondance et concurrence, entre guillemets, mais on peut les enlever, locale? Est-ce que tu veux répondre peut-être à cette question? Et puis après, on abordera les autres points. C'est une question très intéressante puisque on se la pose continuellement, quand, le nombre d'associations qu'on rencontre, dès qu'on a un nouveau porteur de projet, puisqu'on soutient nous plutôt à cette phase aussi d'amorçage, de se dire l'importance de faire son diagnostic, de prendre contact avec les parties prenantes et de s'assurer qu'on a une singularité sur le territoire. Donc ça, pour nous, ça fait aussi partie des critères et de cette vision systémique. Donc, on va essayer de transmettre cette démarche, cette méthodologie, l'importance de faire avec, de ne pas rajouter un strate supplémentaire pour les bénéficiaires finaux.
d'où cette importance. Euh, J'aurais l'ambition, effectivement, d'aller vers plus de rapprochement, de favoriser les fusions entre associations, d'autant que je suis convaincue avec la baisse des subventions qui a un impact fort, que ça va être limite une obligation ou une conséquence qui va opérer pour permettre aux associations de survivre également. Mais je dirais que c'est du temps long et que c'est pas encore, enfin, c'est pas notre expertise. En revanche, ce premier petit pas qu'on souhaite faire et qu'on va organiser bientôt, c'est plutôt de partager auprès des associations comment mutualiser des postes. C'est le petit pas intermédiaire. Comment mutualiser un poste de communication, de administratif? Parce que souvent, on a des associations qui sont seules, qui sont surchargées, qui doivent tout faire. Et cette mutualisation de postes, pour nous, elle peut être un levier pour accompagner les associations. Et on a à chaque fois des exemples, et ça c'est important, d'exemples d'associations locales qui le font déjà pour le transmettre et le partager à d'autres. Donc, c'est créer ces espaces d'inspiration des uns aux autres. Je prends l'exemple du coaching collectif aussi qu'on fait pour les porteurs de projets. Bah, ce sont du temps qu'ils ne prennent pas pour eux. Et on sait que c'est difficile pour eux de le prendre. Et quand ils le prennent, en fait, ils sont vraiment contents et ravis. Et aujourd'hui, on se rend compte, on est en train de nous-mêmes de réaliser notre première mesure d'impact avec les SEC, qu'on agit sur le bien-être des dirigeants associatifs. Alors que ça, je n'imaginais pas. Voilà. Donc oui, ce rapprochement entre associations. Alors, je vais peut-être répondre brièvement à certaines questions et plus longuement à d'autres. Donc, s'il y a besoin d'éclaircissement et qu'on a le temps, n'hésitez pas. Sur notre modèle économique, j'en ai pas parlé, mais nous, on a 80% de mécénat, 20% de subventions. C'est comme ça qu'on fonctionne aujourd'hui. Tous nos fondateurs sont engagés sur 3 ans. Donc là, on est à la phase de renouvellement. Et effectivement, il est très difficile, et ça c'est une autre question, de financer la coopération, financer l'ingénierie de l'alliance. Et aujourd'hui, c'est très difficile. Et nous-mêmes, on est confrontés à ça, puisque quand on va voir des acteurs plutôt nationaux qui auraient la capacité, qui ont peut-être aussi fait plus de chemin sur cette vision systémique, et bien souvent, on va nous dire qu'on est local, on est territorial, donc il faut aller voir des financeurs locaux. Sauf que les financeurs locaux sont en général plutôt sur une approche de vouloir financer en direct les associations, et ce que j'entends tout à fait. Et donc, on n'a pas encore embarqué tout le monde dans la coopération, effectivement, et c'est du temps long. Je prends l'exemple de la région des Pays de la Loire, qui était là pendant toutes les phases de préfiguration, qui ne s'est pas engagée en tant que fondateur. Mais en revanche, aujourd'hui, donc ça va faire 2 ans et demi, on est en train de lancer un partenariat et la région va nous aider à capitaliser sur notre méthodologie et les clés de succès d'une fondation territoriale selon notre approche pour pouvoir aller en inspirer d'autres et expérimenter dans d'autres départements de la région pour les accompagner, pour voir s'il y aurait un besoin d'accompagnement pour créer une fondation territoriale dans un autre département. Euh, Sur le statut juridique, nous, on a pris le... Fanny, peut-être que Oui, là, je peux apporter aussi un oui, bien complément sûr. sur le financement de la coopération. Alors, je renvoie quand même, hein, je les ai cités tout à l'heure, mais le labo de l'ESS a sorti récemment là, une étude. Ils sont allés voir plusieurs acteurs qui portent des expériences de coopération. Ils ont travaillé vraiment très finement à ces questions de financement. Et c'est un sujet que le labo de l'ESS porte de façon, je dirais, militante. Euh, à la Fondation de France, on abrite, hein, parmi les fondations abritées chez nous, il y a des fondations territoriales dans les diverses régions. Je dirais que financer le modèle économique de ces structures et le financement, je crois que vraiment, il y a déjà là à avoir un changement de regard. Les acteurs philanthropiques, comme la Fondation territoriale 44 et les autres, on le voit, se positionnent de plus en plus comme des acteurs à part entière des territoires. Et cette question enfin, cette vision qui consisterait à penser qu'il y a d'un côté des projets, de côté des financeurs, quand on voit que tout ça est en train de bouger et que donc, au lieu de poser la question de qui finance qui, peut-être c'est globalement, par rapport à une ambition de changement territorial partagée par plusieurs acteurs sur un territoire, comment chacun apporte des contributions, la financière, la extra-financière, et comment le tout permet de réaliser le projet. Autre recommandation aussi, ça c'est le fruit d'une expérience personnelle pour avoir accompagné la création et la mise en œuvre de fondations territoriales. On voit bien que la question, on va pas se cacher derrière le petit doigt,
la question du modèle économique et de la pérennité des financements de ces outils est une vraie question. Et que finalement, et on peut le regretter très souvent, dès la mise en œuvre de ces outils, les équipes mobilisées passent beaucoup de temps à pérenniser les financements ou les contributions financières, et parfois au détriment de l'enrichissement du projet pour lequel elle s'était créée. On peut le regretter. Du coup, une reco peut-être, quand ces fondations se créent, elles se créent souvent sur un objet qui n'est pas précisé ni en termes de durée, ni en termes comment dire, de changement attendu. Ici, on est dans une approche systémique du changement, donc introduisons dès la création d'une fondation, d'une association, la question finalement de sa fin. Je trouve FIN, hein, et non pas FIM, fin d'argent, de sa fin, c'est-à-dire comment je me donne les moyens à un moment donné bien d'arrêter ce pourquoi je me suis créée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on pose dès le départ un objectif concret de transformation qu'on essaye de préciser en fonction d'une durée et donc de moyens financiers nécessaires. Ça garantit pas l'obtention des fonds de façon miraculeuse, mais au moins ça oblige les équipes à se poser, à intégrer pleinement ces questions dès le départ et non pas après ou après la création. Et là, c'est la course vraiment au financement et ça épuise tout le monde. Je te laisse réagir sur les autres points. Je surveille l'horaire. Merci Cécile, désolée, j'étais partie dans ma lancée. T'en prie. Euh, pour juste compléter, effectivement, le modèle économique, c'est pas non plus que du financier. Nous, on cherche aussi beaucoup à développer le mécénat de compétences et le mécénat en nature. Des fois, on se rend compte qu'il y a une entreprise qui a jeté 2 étages de mobilier de bureau parce qu'elle n'a pas su trouver les associations. Et c'est normal parce qu'elle n'est pas en lien immédiat et régulier. Et donc, il y a vraiment ce côté facilitateur pour créer du lien. Je remets une couche qui est important. Nous, en 2023, ce sont 200 personnes qui se sont engagées à créer du lien pour donner du temps. C'est-à-dire que dans notre centre de ressources pour les associations, on fait des codev, on fait des formations, on fait du mentorat, mais à chaque fois, ce sont des contributions bénévoles de personnes qui sont experts d'ateliers de codev, on a 4-5 animateurs experts qui viennent donner du temps bénévole. Pour les formations, pareil, c'est des bénévoles. Pour le mentorat également. Donc, on a aussi énormément d'engagement bénévole. Et c'est comme ça aussi qu'on crée ces premiers liens et qu'on peut sensibiliser aussi à l'approche systémique et à cette coopération territoriale. Donc pour moi, ça, c'est aussi très, très important. Et dans les questions, il y a une question que je vais surtout avoir le temps qu'on traite, c'est sur la mesure d'impact, sur le besoin des entreprises, des administrateurs, d'être rassurés et en confiance. Et je suis convaincue que l'on n'a plus besoin des chiffres. Je prends un exemple concret. Nous, on est en train de traiter cette question au sein même de notre comité de direction. Nos comités de direction, par exemple nos CA, se réunissent tous les 2 mois pendant 3 heures et en intelligence collective. À chaque fois, on a des invités et à chaque fois, on a des espaces de débat entre collectivités, entreprises, associations. Et ils sont tellement précieux. Et sur la mesure d'impact, on s'est demandé, alors qu'est-ce qu'on va demander aux associations qu'on soutient comme retour? On a cette vision systémique, mais on a aussi nos enjeux individuels. Et donc, on s'est retrouvé avec des débats d'entreprises qui disent, bah, effectivement, moi j'ai besoin de KPI. Ah, bah, je pourrais financer la mesure d'impact à l'association, comme ça permet de répondre à mes enjeux. Sauf que financer une mesure d'impact à l'association, ça demande aussi du temps à l'association. Et donc, ces débats sont là. Et finalement, on a questionné, se dire qu'est-ce qui ferait que vous vous sentirez avoir le retour dont vous avez besoin en tant qu'entreprise. Qu'est-ce que vous auriez envie de partager? Et en fait, on s'est rendu compte à chaque fois, à la fois en questionnant les associations ou les entreprises, que la question de la confiance revenait. Et donc, comment on fait pour avoir confiance? Est-ce que ce sont les chiffres ou est-ce que c'est autre chose? Et je pense qu'il faut aussi ne pas oublier qu'il y a toutes ces choses qui sont ancrées culturellement et qu'on a toujours fait comme ça, ben, on peut aussi changer les choses. Et je pense qu'une partie importante pour cette question de mesure d'impact, je suis convaincue qu'on peut sortir de tous ces chiffres, c'est de se questionner, de vraiment de quoi avons-nous besoin? Se questionner
et intégrer les personnes concernées. C'est-à-dire que nous, on a aussi bien sûr intégré les associations qu'on accompagne sur quels sont les critères les critères de mesure d'impact que vous voudriez partager, lesquels seraient pertinents pour vous, lesquels seraient contraignants à créer, ou peut-être ceux qu'on n'a même pas vus que vous faites déjà et qu'on va pas prendre. Et je vais prendre un exemple concret, on en parlait aussi lors de ces échanges avec le COMEX. Quid de, plutôt que de demander un reporting, de se baser sur les outils existants de l'association, qui sont son rapport d'activité, son rapport financier annuel, et de faire une rencontre annuelle où finalement, nous, en tant que financeurs, on vient écouter, poser des questions pour pouvoir avoir les éléments dont nous, on a besoin. Et finalement, ce soit une rencontre annuelle. Parce que nous, aujourd'hui, on voit qu'il y a des associations qui sont en difficulté, où il y a besoin de créer un poste uniquement pour s'occuper de tous ces reportings nécessaires aux financeurs. Alors, Fanny, l'heure étant, enfin, le compteur étant ce qu'il est, on ne se lasse pas de tous ces apports intéressants. On voit que bah, il faut casser les codes, quoi. Et c'est super réjouissant. Fini les rapports financiers à l'ancienne. Travaillons sur la confiance, le temps long. Donnons-nous les moyens d'une véritable coopération. Je vois que Yann, qui est la bonne fée de ce webinaire, parce que là, avec Fanny, on vous donne l'impression de tout maîtriser, mais en fait, il y a une troisième personne indispensable dans cette aventure, c'est Yann Perrin. Je suis sûre que Yann, tu as quelque chose à nous dire. Merci à tous et toutes. Je te rends l'antenne. Déjà, merci beaucoup à toutes les deux. Merci beaucoup Fanny, merci beaucoup Cécile d'avoir animé ces débats et répondu à autant de questions. Je pense que c'est très intéressant. Il y a de nombreuses clés, ça ouvre de nombreuses questions auxquelles, je l'espère, on pourra répondre après coup. Sur la minute qu'il me reste, simplement vous faire part de cette belle programmation de webinaire Racine sur les mois qui viennent. On parlera beaucoup d'impact en juillet avec Coréis et puis le labo le laboratoire EMIS de l'ESSEC le 9 juillet. Les inscriptions sont ouvertes et puis ensuite un superbe programme sur septembre, octobre, novembre, décembre. On actualisera au fur et à mesure et on espère que ça donnera lieu à des échanges aussi riches. Le point de vue, le parti pris de Racine, ça a été d'ouvrir le sujet sur des applicatifs et des illustrations très différentes. Donc, on va parler de la philanthropie basée sur la confiance avec la Fondation de France, Marion Benamo sur le programme Acteurs Clés de changement. On parlera du business, du use case proposé par la chaire philanthropie de l'ESSEC. On parlera de la place des premiers concernés avec Charlotte Delebel qui était présente ce matin. Et on espère pouvoir alimenter vos réflexions dans ce sens tout au long de l'année et encore au-delà. Encore un grand merci à toutes les deux. Merci à toutes et tous d'avoir pris ce temps avec nous. On espère pouvoir répondre à vos questions ultérieurement. Et puis, avant de se quitter, toujours pareil, on a toujours cette fenêtre qui s'ouvre via Zoom pour récolter vos avis, prendre vos recommandations, vos conseils et continuer à s'améliorer. Donc, merci par avance pour vos retours et à très bientôt. Donc, le 9 juillet a priori. Merci à toutes et tous. Très bonne matinée.